Bonjour, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui, Bernard Clairfailly, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bourgmestre de Schaerbeek, député bruxellois et candidat déclaré à la présidence du FDF, on va y revenir. Mais tout d'abord, vous aviez conférence de bourgmestre, que vous présidez d'ailleurs ce matin. Jan Jambon, ministre de l'Intérieur NVA, a été invité. Est-ce qu'il est venu ? Nous l'avions la fois passée invité pour parler des mesures de sécurité à Bruxelles et du soutien qu'il doit donner aux polices bruxelloises. Il n'a pas pu venir ce matin, il a demandé que ce soit reporté dans 15 jours. Mais croyez bien que les bourgmestres bruxellois, on l'attend de pied ferme, on a des questions à lui poser. Clairement sur quelles mesures de soutien peut-il donner à nos polices qui ont à surveiller, on sait, certaines personnes qui rentrent de Syrie et que ça réclame du travail policier important. Et nous sommes demandeurs depuis longtemps que le fédéral accorde des moyens budgétaires supplémentaires à nos polices parce que depuis qu'on a fixé les dotations fédérales à la police, la population a augmenté de 20% à Bruxelles et on n'a pas augmenté le financement du nombre de policiers. Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut plus assumer toutes les missions de police aujourd'hui à Bruxelles ? Donc on les assume bien. Sur ma commune, la criminalité est encore en baisse, donc on fait du bon travail, mais c'est la part que financent les communes qui augmente au fil du temps, parce que nous souhaitons que la sécurité soit rencontrée. Il serait légitime que le fédéral paye une juste part des dépenses de police. Et évidemment, on a toujours à faire des choix dans les priorités et ce serait souhaitable qu'il y ait plus de policiers en rue. Et quand on met des militaires en rue, ça ne vous donne pas un petit peu d'air justement à ce niveau-là ? Donc ça permet de faire des postes fixes devant quelques bâtiments, mais c'est pas eux qui assurent la sécurité au quotidien dans les quartiers, c'est pas eux qui sont appelés lorsqu'il y a une intervention, c'est pas eux qui font des enquêtes judiciaires, c'est pas eux qui font des surveillances de personnes dangereuses. Ça, c'est du vrai travail de police qui doit être mené sur le moyen terme et le long terme, et il faut des moyens pour le faire. L'armée dans la rue, c'est pas une mesure que vous soutenez ? C'est une mesure à très court terme qui rassure, qui permet de faire des surveillances et qui ne... À très court terme, mais ils sont encore là. Oui, mais ça fait à peine un mois, donc à très court terme, c'est quelques temps. Je trouverais qu'on devrait d'ailleurs préciser exactement quelles sont les missions de ces militaires. Imaginez qu'ils se mettent à utiliser leurs armes en rue, ce n'est pas prévu par la loi, dans quelles circonstances interviennent-ils. Donc dans l'urgence, oui, ça rassure, mais ça doit être précisé, clarifié, et le vrai travail de sécurisation, c'est le travail de la police. Est-ce que vous sentez que vous avez une oreille attentive de la part de Jan Jambon ? Nous ne sommes pas certains de l'avoir, et donc tous les bourgmestres de Bruxelles l'attendent de pied ferme. Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous n'êtes pas certain de l'avoir ? Quels sont les signes qu'il vous a envoyés ou qu'il ne vous a pas envoyés ? Le gouvernement fédéral a réduit de 2% la dotation aux polices bruxelloises. Le budget de 2015, les dotations en 2015 à nos polices a baissé de 2% par rapport à 2014. Ça veut dire que si on écoutait le ministre de l'Intérieur, nous devrions avoir 2% de policiers en moins alors qu'il y a plus de travail. Ce n'est pas acceptable. Vous voulez dire que derrière les discours sécuritaires du moment, il n'y a pas de moyens ? Ben oui, le gouvernement Michel avait pris des mesures d'économie budgétaire en supprimant des budgets pour la sûreté de l'État, pour l'OCAM qui fait la surveillance de la menace pour les polices, et il est en train de revoir un petit peu son épure budgétaire, et l'OCAM et la sûreté viennent d'avoir des moyens supplémentaires pour faire le travail qui doit être fait. Mais les polices locales sur le terrain font aussi du travail, et d'ailleurs on nous charge de mesures de surveillance, on aimerait bien avoir les moyens de le faire. Vous parlez de l'OCAM qui vient de maintenir le niveau de la menace à 3. Est-ce que pour vous, en tant que bourgmestre, c'est un peu exagéré ou un peu minimisé, ou est-ce que ça correspond à ce que vous avez comme retour ? Écoutez, je n'ai pas les informations dont dispose l'OCAM qui viennent de la sûreté de l'État, des renseignements militaires, des choses qui vont sur Facebook, et c'est leur tâche de le faire, donc je respecte le choix qui est fait par l'OCAM, c'est ma tâche en tant que bourgmestre. Maintenant, sur le terrain, ma tâche à moi, avec ma police, avec ses agents de prévention, avec tous les services communaux, c'est de créer les conditions d'un mieux vivre ensemble, d'apaiser la situation et d'éviter que les choses ne s'enveniment. Mais il faut faire attention aujourd'hui, les événements de Verrières ont prouvé qu'il y a des petites cellules dormantes sur notre territoire, et donc il faut que la police et les services communaux soient en alerte. Alors, entre autres mesures, Bernard Clairfailly, vous proposez un numéro vert, un numéro gratuit pour les proches de ceux qui tombent dans le djihadisme, le radicalisme, qui sont prêts à partir en Syrie. Est-ce que c'est ça qui va empêcher des départs vers la Syrie ? Non, attendez, cette mesure-là ne va pas tout empêcher. Mais j'ai discuté avec des parents dont les enfants sont partis et qui m'ont exprimé leur désarroi. Quand leurs enfants sont pris par un mécanisme de sectaire, par des gens qui leur mettent des choses dans la tête, qui leur montrent des vidéos, qui transforment leur manière de penser, leur esprit, les premières personnes qui peuvent mesurer ces signes de radicalisation, c'est l'entourage proche, c'est les parents, c'est les amis, c'est les frères et sœurs. Et si eux pouvaient, quand ils sont à bout d'arguments, avoir un soutien psychologique de gens qui peuvent leur dire « voici les bons arguments, voici la manière de réagir, là vous avez bien réagi, là vous devez faire comme ceci », je pense que ça permettrait de dégoupiller des situations au moment où elles se déclarent, au début, pour empêcher qu'elles ne s'enveniment, parce que le travail d'embrigadement de ces jeunes est un travail de type sectaire. Comme les sectes religieuses, on leur présente les choses d'une manière très particulière et il faut casser ça tout de suite, les ramener à la réalité et leur montrer qu'on vit quand même beaucoup mieux en Belgique ici et que tout le monde a droit à avoir un avenir ici en Belgique. Un numéro vert, un numéro gratuit, il n'y a pas un risque d'appel à la délation ? On a vu
ce jeune de Ouémel dont la grand-mère était décédée, ce défilé de femmes voilées qui venaient présenter leurs condoléances, et les voisins qui ont appelé la police pour s'inquiéter de cette forte concentration. Est-ce qu'avec un numéro vert comme ça, on n'a pas un risque de délation, d'instaurer un climat de délation? C'est pas un numéro pour désigner quelqu'un, c'est pas un numéro pour dire monsieur un tel ou mademoiselle un tel dit ceci ou fait cela. Mais est-ce qu'il ne risque pas de devenir ce numéro pour ce type de... Si on a des doutes, ça on s'adresse à la police. Ça sert à ça, on va à la police du quartier, au commissariat, on peut dire des choses et l'enquête judiciaire aura lieu. Et il y a parfois des petites dérives dans les dénonciations parce que les gens ne se comprennent pas très très bien. Ce que je voudrais, c'est un soutien à l'entourage des personnes qui commencent à se faire embrigader parce que les parents, parfois vite, perdent pied devant les arguments très précis, très, très tordus de ceux qui ont ce raisonnement sectaire, qui embrigadent les jeunes, qui ont besoin d'exaltation dans une compréhension du monde qui est fausse, qui est excessive et qui les entraîne à se dire « je vais aller donner ma vie pour des combats ridicules dans un pays étranger ». Alors Bernard Clairfayet, vous avez été secrétaire d'État à la lutte contre la fraude fiscale sous le gouvernement Le Terme. En début de semaine, on révélait une vaste fraude fiscale en Suisse via la banque HSBC. Vous n'avez rien vu, vous n'aviez rien entendu de tout cela quand vous étiez en charge de la lutte contre la fraude fiscale? Non, que du contraire. Et on vient de voir dans cette affaire-ci que c'est de l'argent qui se trouvait en Suisse, sur des comptes bancaires en Suisse, et qui de la Suisse est parti vers des paradis fiscaux. Ça prouve bien que la lutte contre la fraude fiscale ne se mène pas seulement en Belgique. Quand j'étais aux responsabilités, on a levé le secret bancaire en Belgique. Mais ça relève aussi du secret bancaire dans les pays étrangers, donc de la coopération internationale. Et sous la présidence belge de l'Europe avec M. Renders, on a obtenu que la Suisse participe à l'échange automatique d'informations fiscale et la Suisse va, dès l'année prochaine, donner des informations sur les Belges qui ont des comptes en Suisse. Et donc, grâce à ça, on connaîtra mieux les choses et beaucoup moins de gens pourront échapper aux mailles du filet. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu, quand vous aviez cette lutte contre la fraude fiscale en charge, qu'est-ce qu'il aurait fallu comme moyens ou comme moyens légaux pour déceler ce genre de fraude? Écoutez, moi j'étais là en 2008, les comptes bancaires étaient en 2006-2007. Il aurait fallu que la Suisse renonce à son secret bancaire, ce qu'elle ne faisait pas. J'ai rencontré le secrétaire d'État suisse qui refusait. C'est la pression internationale de l'Allemagne, des États-Unis et de l'Europe qui a amené la Suisse maintenant à renoncer partiellement à son secret bancaire qui permet d'avoir des informations de la Suisse. Instaurer une commission spéciale aujourd'hui pour lutter contre la fraude fiscale, comme on appelle de leur vœu les socialistes, c'est une bonne idée pour vous? On a déjà connu à l'époque une commission de lutte contre la grande fraude fiscale qui avait fait une centaine de propositions. Certaines d'entre elles ont déjà été mises en œuvre. Ça ne sert à rien? Certaines ont été mises en œuvre et j'y ai contribué. On a fait une série d'avancées. On a levé le secret bancaire en Belgique, par exemple. C'est une des recommandations importantes qui fait que la Belgique n'est plus considérée comme un paradis fiscal par des pays étrangers. Et nous avons décidé, dans le cadre européen, d'échanger automatiquement de l'information sur le revenu des citoyens ou des résidents étrangers qui sont en Belgique avec les pays dans lesquels ils ont à payer leurs impôts. Et nous recevons de l'information automatiquement des pays étrangers, de l'Autriche, qui avait un secret bancaire, de Luxembourg qui a abandonné son secret bancaire sur les comptes afin que l'État belge puisse mieux percevoir l'impôt sur les résidents belges à l'étranger. Les grands fraudeurs, est-ce qu'il faut négocier avec eux ou est-ce qu'il faut les punir durement? Il y a deux questions. La première question, c'est de récupérer l'impôt qui n'est pas dans les caisses. Et donc dans ce cas-là, il vaut mieux avoir quelqu'un qui est prêt à payer. Et c'est la première tâche que fait l'administration, c'est quand elle a découvert que vous avez oublié de payer, mettons 100 000 €, si vous êtes un gros fraudeur, mettons 100 000 €, elle négocie avec vous, écoutez, vous nous deviez 100 000, vous n'avez pas payé à temps, vous avez une amende et le tarif c'est 20 000, 25 000 de plus, 125 000, vous payez. Oui, mais est-ce que ça laisse pas une impression d'impunité finalement? Alors, si vous payez d'abord, soyons clairs, on a récupéré les sommes. Ensuite, si vous refusez de payer, alors il appartient à la justice, mais plus à l'administration, à la justice de vous condamner et éventuellement de vous condamner non seulement à payer une somme, mais peut-être pourrait-on imaginer des peines de prison. Alors Bernard Clairfayet, on va parler de votre candidature à l'élection à la présidence des FDF. Ce sera le 8 mars. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter? Olivier Minguin, ce sera le mandat de trop, il a fait son temps, 20 années à la tête du parti, c'est trop long? Écoutez, moi j'aime mon parti, j'aime les FDF, je pense que notre parti a bien passé les derniers tests. Vous aimez le président aussi? A bien passé le test électoral, on a fait une belle victoire à Bruxelles, Didier Gozouin est revenu comme ministre au pouvoir, Cécile Jodogne a pu émerger comme secrétaire d'État, le FDF a pu marquer fortement l'accord de gouvernement bruxellois, donc j'en suis très fier pour mon parti. Mais nous devons maintenant viser plus haut, nous adresser à de nouveaux publics, pouvoir porter d'autres messages. Le FDF est souvent résumé à son discours institutionnel, or nous avons des messages et des propositions dans notre programme sur toute une série de sujets de la vie en société et je pense qu'en changeant de président, on pourra aborder d'autres sujets, d'autres thématiques, d'autres publics et c'est pour ça que je me propose. Le FDF est trop
Il n'est que seulement Olivier Minguen pour l'instant? Mais on a trop souvent résumé le FDF à ce qui fait la spécialité, le discours clair d'Olivier Minguen sur des questions institutionnelles, sur des questions de refus du nationalisme, où il a une parole forte, et je souhaite qu'il l'ait encore demain, cette parole-là. Mais je souhaite que le parti puisse s'exprimer sur des questions aussi de vie de tous les jours, même interroger sur la sécurité, la lutte contre le radicalisme, la question du logement, du chômage en région bruxelloise, mais aussi en région wallonne, où pour mieux nous implanter, nous devons parler le langage de la vie quotidienne des gens. Olivier Minguen est trop resté braqué sur la Flandre, sur les questions communautaires? Olivier Minguen en parle très très bien et malheureusement, sa parole n'est entendue que sur ces thèmes-là. Et donc je pense qu'un changement de présidence fera du bien au parti parce que ça attire l'attention de la presse, des médias. Et ça permet aussi, et je m'engage dans cet esprit-là, à ne rester qu'un seul terme de présidence pour préparer la génération montante qui est derrière. Il y a des jeunes comme Emmanuel Debock, Cécile Jodogne ou d'autres encore qu'il faut préparer pour porter demain le message du parti. Tout le monde a les mêmes chances dans cette course à la présidence ou bien est-ce que le président actuel est un petit peu favorisé par l'appareil, par le parti? Le président sortant a toujours plus de choses dans les mains, il a plus de manettes dans les mains, mais je pense qu'un vrai débat démocratique au sein d'un parti qui a mis le terme démocratique dans son titre, dans son nom, est quelque chose d'important qui fait mieux vivre le parti. La candidature de Christophe Magdalens, qui est le troisième homme, ça vous a fait un peu mal? C'est une candidature pour vous grappiller quelques voix? Non, moi je suis pour le débat. Christophe amène des choses intéressantes dans le débat. Il est un de ces jeunes qui vont peut-être émerger demain. Et donc je trouve intéressant qu'on soit plusieurs. Et Christophe et moi partageons les mêmes envies de changer, de modifier le parti. C'est intéressant qu'on soit plusieurs dans cet esprit-là. On le dit, téléguidé par Didier Gauzoin pour vous grappiller des voix, pour vous empêcher de battre Olivier Minguen. Est-ce que vous avez entendu ce genre d'analyse aussi? Non, téléguidé non, soutenu certainement puisqu'il est à Ouderghem et qu'il est le bourgmestre faisant fonction qui remplace Didier Gauzoin qui est son ami, c'est son proche. Donc ça, c'est légitime dans un parti politique. Mais que Christophe Magdalens apporte, comme moi, une volonté de réorganiser mieux le parti pour être plus pertinent sur une série de thèmes socio-économiques, de l'organiser mieux en Wallonie, de nous renforcer dans la périphérie de Bruxelles où on a perdu quelques plumes, qu'il porte ce discours de rénovation avec moi d'ailleurs. Je trouve ça une très très bonne chose. Ça prouve qu'il y a des volontés de changer dans ce parti. Mais franchement, c'est pas une candidature qui vous arrange, vous? Ça aurait été plus facile pour vous, un duel plutôt qu'un trio? Mais quand on aime la démocratie, on ne doit pas renoncer à un vrai débat démocratique. On ne doit pas dire que ce serait mieux s'il y avait moins de candidats. Le principe d'une élection, c'est qu'il y ait un débat large. Et je pense que Christophe ne fait que participer, enfin ajouter au débat. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup, Bernard Clairfaillit, d'avoir été l'invité de l'interview. On verra donc le 8 mars. Hein, on verra le 8 mars. Si vous battez Olivier Minguen et si Christophe Magdalens se crée la surprise, pourquoi pas. Rendez-vous demain dans l'interview. Ce sera Stéphanie Meyer qui recevra Laurette Onkelings.